Le DSI m'a viré, qualifiant ma logique de vieille ferraille. Il ignorait que ma licence stipulait que le code expirait si j'étais licencié sans un vote. L'entreprise a reçu une facture de 4,1 millions de dollars. Les lumières fluorescentes de la salle de conférence des cadres semblaient plus froides que d'habitude ce mardi matin-là. Mes mains reposaient à plat sur la table en acajou, stable malgré les battements dans ma poitrine. En face de moi se tenait notre nouveau directeur des systèmes d'information, son costume coûteux impeccablement repassé. Son expression rayonnait de cette confiance qui vient de n'avoir jamais été vraiment mis à l'épreuve. Fiona, vos services ne sont plus requis, dit-il, faisant glisser un dossier manie sur la table. Franchement, votre logique est de la vieille ferraille. Cette entreprise doit entrer dans le 21e siècle, et vous êtes clairement resté dans le passé. Vieille ferraille. 23 ans de ma vie réduits à ces deux mots. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir, c'est qu'intégrer à chaque accord de licence que j'avais rédigé, à chaque contrat que j'avais négocié, à chaque élément d'architecture logicielle propriétaire que j'avais conçu, se trouvait une clause unique et inébranlable, le code expire si je suis licencié sans un vote du conseil d'administration. 4 jours plus tard, l'entreprise recevait une facture de 4,1 millions de dollars, et l'ensemble de son système opérationnel s'éteignait à minuit le vendredi. Avant de nous plonger dans le déroulement des événements, un petit mot. S'il est histoire où l'on tient bon, où l'on protège son travail et où l'on voit le karma agir, vous parle, alors appuyer sur le bouton d'abonnement signifierait beaucoup. Cette chaîne a pour objectif d'atteindre 5000 abonnés, des personnes qui apprécient les histoires vraies sur des situations réelles. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Fiona Catherine Walsh, et pendant 23 ans, j'ai été architecte principale des systèmes et directrice de l'infrastructure technologique chez Hartwell Manufacturing Solutions, un fournisseur de pièces automobiles de taille moyenne basé à Columbus, en Ohio. J'ai grandi dans un petit appartement au-dessus du restaurant de mes parents, à Youngstown. Mon père travaillait le matin à la scierie avant de rentrer à la maison pour faire des hamburgers. Ma mère faisait des doubles équipes de serveuses le week-end. Ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'université, mais ils m'ont appris quelque chose de plus précieux, ils m'ont appris à voir les gens, à vraiment les voir. La mère célibataire travaillant 2 emplois, le vétéran luttant contre des blessures. La famille d'immigrants essayant de construire quelque chose à partir de rien. L'empathie n'était pas juste un mot dans notre foyer, c'était un mode de vie. Cette compréhension est devenue mon super pouvoir dans le monde de la technologie. La technologie ne se limite pas au code et au système, il s'agit de l'employé d'entrepôt qui a besoin que le système d'inventaire soit intuitif. Après une journée de 12 heures. Il s'agit de la comptable qui est terrifiée par les ordinateurs, mais qui doit établir la paix tous les 15 jours. Il s'agit de construire quelque chose qui serve tout le monde, pas seulement les cadres dans leur bureau. Cette philosophie a guidé chacune de mes décisions chez Hartwell, et finalement l'année était 1999 et le monde devenait fou. L'ensemble de l'infrastructure de Hartwell Manufacturing était un patchwork de systèmes obsolètes menaçant de s'effondrer. J'avais 31 ans, travaillant comme analyste de systèmes de niveau intermédiaire dans un cabinet de conseil à Cleveland, quand Hartwell nous a fait venir pour évaluer les dégâts. J'ai passé 3 semaines dans leur salle des serveurs, à tracer des câbles, à lire la documentation, à interroger tous ceux qui touchaient un ordinateur. Ce que j'ai découvert était pire que ce qu'ils craignaient. Mais j'ai aussi vu le potentiel. Enfoui sous ces systèmes défaillants, il y avait une base solide, de bonnes personnes, des produits de qualité, des clients fidèles. Ils avaient juste besoin d'une infrastructure capable de les transporter vers l'avenir. J'ai soumis une proposition que mon patron a qualifiée de suicide professionnel. Au lieu de recommander des fournisseurs tiers coûteux, j'ai proposé de quitter le cabinet de conseil pour leur construire une solution personnalisée à partir de zéro.
En échange, je voulais des capitaux propres, un siège à la table. Lorsque les décisions technologiques seraient prises, et une autonomie complète. Le PDG, Raymond Hartwell, petit-fils du fondateur de l'entreprise, m'a regardé. Par-dessus ses lunettes de lecture. Vous nous demandez de miser toute l'entreprise sur vous? Non, monsieur, ai-je répondu. Je demande à miser toute ma carrière sur cette entreprise. Il m'a serré la main. Nous avions un accord. Les 2 années suivantes furent des journées de 18 heures et des résolutions de problèmes qui vous brisent ou vous construisent. J'ai conçu chaque système à partir de zéro, sans jamais oublier ce que mes parents m'avaient appris. Chaque décision a été prise en pensant à l'utilisateur final. Et les accords de licence, c'était ma police d'assurance. J'avais vu trop de gens talentueux construire quelque chose d'incroyable, seulement pour voir une entreprise le vendre sous leur nez. Ainsi, chaque morceau de code propriétaire que j'ai écrit était sous licence pour Hartwell Manufacturing, selon des termes très spécifiques. L'entreprise avait un usage illimité tant que je restais un employé en règle. Si je partais volontairement, ils avaient des licences perpétuelles sans frais. Mais si j'étais licencié sans motif, défini comme un licenciement sans un vote aux 2/3 du conseil d'administration, toutes les licences expireraient immédiatement, et l'entreprise devrait négocier de nouvelles conditions à la juste valeur marchande. Raymond Hartwell a lu chaque mot. Son avocat les a lus. Tout le monde a compris exactement ce qu'il signait, et tout le monde a convenu que c'était juste. Pendant 20 ans, cela n'a jamais posé problème. Les systèmes que j'ai construits ont permis à Hartwell Manufacturing de traverser l'explosion de l'an 2000, la récession de 2008 et les changements technologiques rapides. L'entreprise est passée de 200 employés à plus de 800. Le chiffre d'affaires a triplé. Nous sommes développés dans 3 nouveaux États. Raymond a pris sa retraite en 2015, transmettant l'entreprise à sa fille, Elisabeth. Elle connaissait l'entreprise dans les moindres détails, ayant travaillé dans tous les départements. La transition fut fluide. Puis Elisabeth est tombée malade. Un cancer du pancréas. Diagnostiqué en mars 2021. Elle s'est battue pendant 18 mois, mais en septembre 2022, elle a dû prendre du recul. Le conseil d'administration a commencé à chercher un nouveau PDG, quelqu'un en dehors de la famille pour la première fois en 70 ans. Ils ont embauché Nathaniel Blackwood en novembre 2022. Il venait d'un grand groupe, avec beaucoup de mots à la mode sur la disruption et l'innovation. Le conseil d'administration, épuisé par 2 ans de tension, a été séduit par son CV. Je l'ai rencontré le premier jour, il est passé devant ma main tendue. Les 3 premiers mois de Nathaniel Blackwood furent un bouleversement corporatif. Il a fait venir des consultants pour valider des décisions qu'il avait déjà prises. Il a restructuré des départements, supprimé des postes et embauché de nouveaux cadres de ses anciennes entreprises. En février 2023, il a annoncé sa plus grande décision, Hartwell embaucherait un directeur de l'information, CIO. Moi, ainsi que tout mon département, nous devrions rendre compte à ce nouveau CIO. Pendant 2 décennies, j'avais eu un siège à la table. Soudain, je n'étais même plus dans la pièce. Le nouveau CIO est arrivé en mars. Lloyd Hutchinson était tout ce dont j'avais appris à me méfier, une quarantaine d'années, impeccablement vêtu, armé d'un MBA et d'un vocabulaire rempli de systèmes hérités, de dettes techniques et de transformation numérique. Notre première réunion a eu lieu dans son bureau d'angle, l'ancien bureau d'Elisabeth. Il était assis derrière son bureau, tapotant sur son ordinateur portable, tandis que je me tenais debout, non invité à m'asseoir. Fiona, a-t-il dit sans lever les yeux, j'ai examiné notre infrastructure. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Un patchwork de vieux systèmes maintenus par quelqu'un qui est là depuis trop longtemps pour voir à quel point nous sommes en retard.
Nos systèmes sont personnalisés pour nos besoins. Opérationnel, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Un temps de disponibilité supérieure à 99,8% au cours des 5 dernières années, une satisfaction utilisateur constamment supérieure à 90%, et un coût total de possession 40% inférieur à la moyenne de l'industrie. Il a finalement levé les yeux, ces indicateurs n'ont aucun sens si la technologie sous-jacente est obsolète. J'ai déjà entamé des discussions avec des fournisseurs de solutions d'entreprise. Nous allons migrer vers des plateformes cloud standard de l'industrie. Votre code personnalisé sera entièrement supprimé. Lloyd, ces plateformes sont conçues pour les grandes entreprises avec des processus standardisés. Notre avantage concurrentiel a toujours été la flexibilité. Les systèmes que j'ai construits permettent cela. Il a souri sans chaleur. Fiona, vous pensez comme une codeuse, pas comme une stratège. Cette entreprise a besoin de solutions modernes, pas du projet personnel de quelqu'un. Je vous suggère de vous concentrer sur la documentation de vos systèmes pour l'équipe de transition. C'est votre responsabilité principale. Maintenant, après 23 ans d'architecture et de leadership, j'étais réaffecté à la rédaction de manuels pour mon propre remplacement. Au cours des mois suivants, j'ai vu Lloyd démanteler tout ce que j'avais construit. Il a embauché des développeurs contractuels et a fait venir des fournisseurs de logiciels. Mon équipe a commencé à se tourner vers moi pour obtenir des conseils. Que faisons-nous, Fiona, m'a demandé Thomas, l'un d'eux. Mes développeurs seniors qui avaient commencé comme stagiaires 10 ans plus tôt. Nous faisons notre travail, lui ai-je dit. Nous maintenons les systèmes. Servons les utilisateurs et documentons tout ce que Lloyd nous demande de documenter avec une précision absolue et une honnêteté totale. J'ai tout documenté, chaque fonction, chaque intégration, chaque élément de logique. J'ai expliqué non seulement ce que le code faisait, mais pourquoi il avait été conçu de cette manière et quels seraient les risques de le remplacer. En juin, Lloyd a présenté son plan de modernisation technologique au conseil d'administration. 8,7 millions de dollars sur 3 ans. Belle présentation, promesse d'efficacité et de réduction des coûts. Je n'ai pas été invité. Le conseil d'administration a approuvé le plan. La première victime fut mon équipe. En juillet, Lloyd a annoncé une restructuration. Des développeurs contractuels prendraient le relais. Mon équipe serait transférée à des rôles de support où se verrait offrir une indemnité de départ. Thomas est venu dans mon bureau les larmes aux yeux. Il m'offre 6 mois d'indemnité de départ, Fiona, je suis ici depuis 10 ans. Je n'ai pas pu sauver leurs emplois. En août, 7 de mes 12 membres. En septembre, les problèmes ont commencé, des rapports plus lents, des erreurs système, des fonctionnalités qui fonctionnaient sans problème auparavant nécessitant soudainement plusieurs étapes. Les développeurs contractuels réparaient un problème et en créaient 2 autres, non pas par incompétence, mais par ignorance. L'attitude de Lloyd envers moi est passée de dismissive à ouvertement hostile. Lors des réunions, il m'interrompait, contredisait mes évaluations et faisait des blagues sur l'histoire ancienne et la pensée héritée. En octobre, la première défaillance majeure s'est produite. L'intégration entre notre système d'inventaire et notre plateforme d'expédition s'est effondrée pendant notre semaine la plus chargée. Des commandes ont été passées, des pièces ont été prélevées, mais le système d'expédition n'en avait aucune trace. Les camions sont restés à l'arrêt pendant que les magasiniers s'affairaient avec des imprimés papier. Les développeurs contractuels ont travaillé 3 jours pour le réparer. La nouvelle intégration était plus lente, nécessitait une vérification manuelle et a perdu plusieurs fonctionnalités automatisées. J'ai rédigé un rapport détaillé expliquant ce qui n'allait pas et proposant des solutions. Lloyd l'a supprimé sans le lire. Le problème est réglé, a-t-il dit. Nous
N'avons pas besoin de perdre du temps sur ce qui l'a causé, nous devons avancer. Le plan de migration s'accélérait. Lloyd a convaincu Nathaniel que les problèmes actuels prouvaient que mes systèmes hérités étaient défaillants. Le calendrier de 3 ans était désormais de 18 mois. L'entreprise perdait de l'argent. Les développeurs contractuels étaient chers, les licences logicielles d'entreprise étaient chères, la formation était chère, et tout cela alors que l'efficacité opérationnelle diminuait et que la satisfaction client baissait. En décembre, Elizabeth Hartwell est décédée. Elle avait 61 ans, une femme d'affaires brillante qui avait porté l'héritage de son père avec grâce. J'étais assise au fond de son service commémoratif, pleurant la perte d'une dirigeante qui comprenait que la technologie devait servir les gens. Avec le départ d'Elizabeth, il n'y avait plus personne qui se souvenait des débuts, qui comprenait la philosophie derrière ce que nous avions construit. En janvier 2024, Lloyd a annoncé que la première phase de déploiement commencerait. En mars, l'ensemble de la suite d'opérations de fabrication serait migré vers la nouvelle plateforme basée sur le cloud. Mes systèmes personnalisés seraient arrêtés. J'ai demandé une réunion avec Lloyd. Il m'a fait attendre 45 minutes. Puis m'a accordé 10 minutes, vérifiant son téléphone tout du long. La décision est prise, Fiona. Je vous demande de comprendre les risques. Si la migration tourne mal, nous parlons d'arrêt de chaîne de production, de commandes non exécutées, de perte de revenus qui pourraient menacer l'ensemble de l'entreprise. Il m'a regardé avec pitié. Fiona, je sais que le changement est effrayant, surtout pour quelqu'un qui fait la même chose depuis si longtemps, mais j'ai supervisé des migrations comme celle-ci dans des entreprises 3 fois plus grandes que Hartwell. C'est un travail de routine. Pour les professionnels, la migration était prévue pour le premier week-end de mars. J'ai proposé mon aide, Lloyd a refusé. Nous avons des professionnels qui s'en occupent. Nous n'avons pas besoin de la pensée héritée pour ralentir le processus. Ce vendredi soir, j'étais assise dans mon bureau, tandis que mes systèmes étaient arrêtés pour la dernière fois. 23 ans de travail hors ligne. Lundi matin, j'arrive à 6h30. Le parking est déjà plein. À l'intérieur, le bureau et le chaos. Le nouveau système a été lancé. Techniquement, il tourne. Mais il ne fonctionne pas. Pas dans un sens significatif. La planification de la production ne peut pas gérer les commandes clients personnalisées. La gestion des stocks ne peut pas suivre les pièces sur plusieurs sites. Le contrôle qualité n'a aucun moyen de gérer nos protocoles spécifiques. Margaret, notre chef de la planification de la production, me trouve à 7h15. Elle a 63 ans, elle est chez Hartwell depuis 37 ans. Elle a l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Fiona, nous avons 3 lignes de production à l'arrêt. Nous avons des commandes à expédier aujourd'hui que le système indique comme non démarrées. Nous avons des stocks que le système dit que nous n'avons pas. C'est une catastrophe. Où est Lloyd? Son assistant dit qu'il travaille à domicile. Ne pas le déranger sauf en cas d'urgence. J'ai passé ce lundi à aider les gens. Je ne pouvais pas accéder aux anciens systèmes ni réparer les nouveaux, mais je pouvais aider avec des solutions de contournement et des processus manuels. Temporaires. À la fin de la semaine, la migration était clairement un échec. L'efficacité de la production avait chuté de 40%, le temps d'exécution des commandes avait doublé. Les plaintes des clients avaient triplé. Lloyd a blâmé les utilisateurs. Dans un email à l'échelle de l'entreprise, il a déclaré que la période de transition était difficile parce que le personnel était réticent au changement et pas suffisamment formé. Mars est devenu avril. La crise s'est installée dans une inefficacité rampante. Les solutions de contournement sont devenues la norme. Les processus manuels ont remplacé les processus automatisés.
Ce qui prenait des minutes prenait maintenant des heures. En mai, Nathaniel a finalement commencé à poser des questions. Les résultats trimestriels étaient désastreux, la première perdant plus de 15 ans. Le conseil d'administration posait des questions. Les principaux clients exprimaient leurs préoccupations. Au lieu de reconnaître l'échec de la migration, la réunion a été programmée pour le mardi 14 mai à 9 h. Discussion sur l'emploi, Fiona Walsh. Je me suis habillé avec soin ce matin-là. Si c'était la fin, j'y ferais face avec dignité. Nathaniel était assis à la tête de la table, Lloyd à sa droite, Catherine DRH en face d'eux. Personne ne m'a offert de café. Nathaniel a pris la parole en premier. Fiona. Nous devons prendre des décisions difficiles. Lloyd a des inquiétudes quant à votre capacité d'adaptation, et franchement, le conseil d'administration pose des questions difficiles sur la performance informatique. Lloyd s'est penché en avant. Votre résistance à la modernisation a été un obstacle constant. Les anciens systèmes que vous avez construits étaient inflexibles et obsolètes. C'est pourquoi la migration a été plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Nous avons besoin de membres d'équipe engagés dans l'innovation. Pas de personnes s'accrochant aux approches héritées. Lloyd, la migration a été difficile parce que les nouveaux systèmes n'ont pas été conçus pour nos besoins opérationnels. J'ai documenté ces besoins. J'ai proposé mon aide. On m'a dit que mon avis n'était pas nécessaire. Votre avis était dépassé, a-t-il claqué. Cette entreprise fonctionnait sur de la vieille ferraille tenue ensemble par une logique qui aurait pu avoir du sens il y a 20 ans, mais qui est complètement obsolète maintenant. Vieille ferraille. Ça y était. Nathaniel a levé une main. Fiona, nous mettons fin à votre emploi avec effet immédiat. Katrina. Préparez votre indemnité de départ, 6 mois de salaire, avantages sociaux. Dispositions standards. Catherine a fait glisser un dossier sur la table. J'ai regardé le dossier mais ne l'ai pas ouvert. Cette résiliation a-t-elle été approuvée par le conseil d'administration? Nathaniel a froncé les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. C'est une décision opérationnelle qui relève de l'autorité du PDG. Je demande spécifiquement un vote du conseil d'administration, à la majorité des 2/3, pour approuver ma résiliation. Lloyd Harry. Nous n'avons pas besoin de l'approbation du conseil d'administration pour procéder à un changement de personnel. J'ai hoché la tête lentement. Alors, permettez-moi d'être clair. Mon contrat de travail contient des dispositions spécifiques concernant les systèmes propriétaires que j'ai développés. Ces systèmes sont sous licence pour Hartwell Manufacturing. Selon des termes qui restent en vigueur tant que je suis employé, ou si je pars volontairement, ou si je suis licencié pour motif après un vote aux 2/3 du conseil d'administration. La pièce est devenue silencieuse. Si je suis licencié sans un tel vote, ai-je poursuivi, toutes les licences de mon code propriétaire me reviennent personnellement, l'entreprise devrait négocier de nouvelles conditions de licence. Le visage de Nathaniel est passé de l'agacement à l'inquiétude. Tout code que vous avez écrit en tant qu'employé appartient à l'entreprise. C'est la loi du travail standard. Le code générique, oui, mais j'ai écrit des systèmes propriétaires en vertu d'accords de licence spécifiques, négociés et signés par Raymond Hartwell, examinés par un conseiller juridique, et incorporés dans mes contrats de travail. Katrina. Feuilleter des dossiers, l'air inquiet. Je n'ai aucune trace de tels accords. Leurs accords de licence technologique sont déposés avec les contrats juridiques. Raymond Hartwell en a gardé des copies. Elisabeth en avait des copies. Vérifiez les archives des contrats. Lloyd est devenu rouge. Vous ne pouvez pas prendre les systèmes de l'entreprise en otage. Je ne prends rien en otage. J'explique les termes légaux selon lesquels ces systèmes ont été créés.
Vous êtes libre de consulter les contrats, mais le fait que... Les 3 jours suivants, Catherine a fouillé les archives et a localisé les accords originaux. L'avocat de l'entreprise les a examinés. Nathaniel et Lloyd ont eu plusieurs réunions à huis clos. J'ai continué à travailler et j'ai attendu. Vendredi après-midi, Catherine m'a appelé. Les avocats ont confirmé que vos accords de licence sont valides et exécutoires. Nathaniel et Lloyd veulent savoir si vous seriez prête à renégocier les termes. Que proposent-ils? Ils veulent que vous acceptiez la résiliation en échange d'une indemnité de départ plus importante et d'un contrat de consultant pendant qu'ils développent des alternatives. Non, ai-je dit, les termes sont clairs. Si le conseil d'administration vote à la majorité des 2/3 pour me licencier, je partirai avec une indemnité de départ standard et toutes les licences resteront en vigueur. Si je suis licencié sans ce vote, les licences expirent et l'entreprise peut négocier de nouvelles conditions. Ils ne soumettront pas ça au conseil d'administration. Nathaniel y voit une atteinte à son autorité. Ce n'est pas mon problème. Je me contente de tenir l'entreprise aux accords qu'elle a signés. Lundi, Nathaniel a convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Un membre du conseil m'a appelé ce soir-là. Fiona, Nathaniel a présenté votre situation. Il a recommandé que nous votions pour approuver votre licenciement afin d'éviter des complications légales. Lui et Lloyd ont expliqué que vous étiez résistante au changement et que vos systèmes entravaient les progrès. Qu'a décidé le conseil? 3 ont voté pour approuver, 7 ont voté contre. Nous avons vu ce désastre se dérouler. Nous avons vu les rapports financiers, les plaintes des clients. Plusieurs d'entre nous ont travaillé avec Raymond et Elisabeth pendant des décennies. Nous savons quel système fonctionnait réellement. J'ai senti la tension se relâcher dans ma poitrine. Merci. Remercier Nathaniel d'avoir forcé la question. Il pensait que nous allions entériner sa décision. Au lieu de cela, il nous a donné mardi matin, j'ai reçu un email de Nathaniel indiquant qu'après consultation du conseil d'administration, il avait décidé de reporter tout changement de personnel en attendant l'achèvement de la transition technologique. Lloyd ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Quand nous avons finalement interagi, il m'a regardé avec une haine pure. Le mal était fait. En juin, 2 clients majeurs ont déplacé leurs affaires vers des concurrents. En septembre, Lloyd a démissionné, ayant le choix entre démissionner avec indemnité ou être licencié pour faute. Nathaniel a nommé Hélène Cartwright, vice-présidente des opérations, comme DSI par intérim. Sa première conversation avec moi a été d'une honnêteté rafraîchissante. Fiona. Je ne suis pas une experte en technologie, je suis aux opérations. Ce que je sais, c'est que nos systèmes sont un gâchis. Nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas, et nous devons nous stabiliser rapidement. J'aimerais votre évaluation honnête de notre situation et de ce qu'il faudrait pour la réparer. Enfin, quelqu'un posait les bonnes questions. J'ai préparé une analyse complète. La solution idéale était une approche hybride, restaurer certains systèmes personnalisés critiques que le logiciel d'entreprise ne pouvait pas reproduire, les intégrer avec de nouvelles plateformes le cas échéant, et reconstruire une équipe interne. Hélène a présenté mes recommandations au conseil d'administration en octobre. Ils ont approuvé une stratégie modifiée intégrant bon nombre de mes suggestions. Cela aurait dû être une victoire, mais certains dommages ne peuvent être réparés. L'équipe talentueuse que j'avais construite était partie. Les relations clients prendraient des années à être réparées. Et ma relation avec l'entreprise avait fondamentalement changé. Je n'étais plus Fiona, l'architecte qui avait construit quelque chose de grand. J'étais Fiona, l'employé qui ne pouvait pas être licencié à cause d'accords légaux. En novembre, j'ai pris ma décision.
Je démissionne, ai-je dit à Hélène et Nathaniel. Date d'effet, 1er janvier 2025. Cela vous donne 2 mois pour vous préparer. Hélène semblait vraiment triste. Fiona, nous avons besoin de vous. L'entreprise a besoin de systèmes stables et d'une direction compétente. Je peux aider à établir les deux avant de partir, mais je ne peux pas rester. Nathaniel s'est penché en arrière. Si vous démissionnez, les accords de licence restent en vigueur. Correct? Bien sûr, c'était sa préoccupation. Oui, ai-je dit. Si je pars volontairement, toutes les licences restent en vigueur perpétuellement et sans frais. Mes 2 derniers mois furent doux amers. J'ai tout documenté. J'ai travaillé avec Hélène sur une stratégie réaliste. J'ai interviewé des candidats, recommandant finalement Rachel Peton, qui avait les compétences techniques et humaines pour faire le travail correctement. Mon dernier jour fut le 3 janvier 2025. Hélène a organisé une petite réception. Nathaniel a prononcé un discours soigné. Jamais. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Fiona Walsh. Je m'appelle Robert Kensington. Je suis un avocat représentant Hartwell Manufacturing. J'ai besoin de discuter d'une affaire urgente concernant vos accords de licence. Seriez-vous disponible lundi matin? Mon estomac s'est noué. Quel genre d'affaire urgente? Je préférerais en discuter en personne. Nous avons convenu d'un café. Lundi matin, Robert Kensington, associé d'un grand cabinet d'avocats de Columbus. Impeccablement vêtu. Mademoiselle Walsh, je vais être direct. Il y a 4 jours, les principaux systèmes opérationnels de Hartwell Manufacturing ont connu une panne complète. La production est à l'arrêt. Les systèmes d'inventaire sont inaccessibles. L'entreprise est paralysée. J'ai eu froid. Que s'est-il passé? La panne est liée à vos accords de licence, spécifiquement à l'expiration de la licence. C'est impossible. J'ai démissionné volontairement. Les licences n'expirent pas en cas de démission volontaire. Il a sorti ma lettre de licenciement de mai. Le 14 mai 2024, vous avez été licencié par Nathaniel Blackwood et Lloyd Hutchinson. Ce licenciement n'a pas été approuvé par un vote aux 2/3 du conseil d'administration, ce qui signifie que toutes les licences ont expiré immédiatement. Mais je n'ai pas accepté ce licenciement. Le conseil d'administration a voté contre. J'ai continué à travailler 8 mois avant de démissionner volontairement. La position de l'entreprise était que le vote du conseil d'administration n'était qu'une simple consultation. Nathaniel a prononcé le licenciement en sa qualité de PDG. Votre fait de continuer à travailler a été traité comme un arrangement temporaire, non comme une annulation du licenciement. C'est fou. J'ai reçu des chèques de paie. J'avais un accès complet. J'ai démissionné volontairement avec un préavis en bonne et due forme. Je conviens que c'est juridiquement ambigu. Mais voici le problème, vos accords de licence contiennent des mécanismes d'application automatique, une vérification au niveau du code qui vérifie le statut d'emploi. Lorsque vous êtes parti en janvier, ces systèmes ont effectué leur dernière vérification. Selon les registres de l'entreprise, votre dernier changement de statut officiel était le licenciement de mai, jamais formellement annulé. Les systèmes ont fait expirer les licences. Mes systèmes fonctionnant exactement comme prévu, mais basés sur des données corrompues. La solution est simple. Corriger ce statut dans le système et les licences devraient se réactiver. Il a secoué la tête. La vérification de licence n'est pas seulement une vérification de statut. C'est une validation cryptographique liée à un emploi actif. Une fois expirées, les licences ne peuvent pas simplement se réactiver. Elles devraient être réémises. Par moi, ai-je dit lentement.
par vous? Monsieur Kensington. Expliquez-moi exactement quels systèmes sont affectés. Il a sorti une liste. En la lisant, ma tension artérielle a monté, tout. Chaque morceau de code personnalisé, chaque intégration, chaque module, tout est verrouillé. Que demande l'entreprise? Ils veulent que vous réémissiez les licences immédiatement. Ils paieront les frais de licence appropriés, mais ils ont besoin que les systèmes soient opérationnels. Chaque jour d'arrêt coûte environ 300 000 $. 300 000 $ par jour. 4 jours représentaient 1,2 million de pertes. Je dois y réfléchir et consulter mon propre avocat. Bien sûr, mais s'il vous plaît, comprenez l'urgence. Cette entreprise emploie 800 personnes. La plupart n'ont rien à voir avec les décisions qui ont mené à cela. Ce sont de bonnes personnes, et en ce moment, elles sont au chômage. Il avait raison. Il ne s'agissait pas de l'incompétence de Nathaniel ou de Lloyd. Il s'agissait de Margaret. J'ai appelé mon avocate, Sharon Weinstein. Je lui ai tout expliqué et lui ai envoyé les contrats par email. Elle m'a rappelé ce soir-là. Fiona, vous êtes dans une position juridique incroyablement solide. Les accords sont infaillibles. L'entreprise vous a licencié sans l'approbation du conseil d'administration, déclenchant l'expiration. Vous n'êtes pas obligé de les réémettre. Vous pourriez exiger n'importe quel prix. Le levier est entièrement de votre côté. Sharon, que dois-je faire? Ce n'est pas une question juridique, c'est personnel. Quel résultat voulez-vous? Que voulais-je? Une partie de moi voulait de la vengeance, mais une autre partie, façonnée par le restaurant de mes parents, par des années à construire des systèmes pour les gens, savait que la vengeance contre les cadres blessait davantage tout le monde. Je veux une compensation équitable pour la valeur de ce que j'ai créé. Je veux la reconnaissance que mes systèmes étaient précieux, pas de la vieille ferraille. Et je veux m'assurer que cette entreprise ne s'effondre pas à cause de 2 idiots. Alors, nous calculons un juste prix de licence basé sur la valeur que ces systèmes fournissent et nous rédigeons un nouvel accord. Quel est le juste prix du marché? Basé sur les revenus, le coût des alternatives qu'ils ont essayé, et les coûts d'arrêt actuels, j'estimerais de 3 à 6 millions de dollars pour une licence perpétuelle. Le logiciel d'entreprise qu'ils avaient acheté coûtait 8,7 millions de dollars, et il ne fonctionnait presque pas aussi bien. Exactement. Vous ne surfacturez pas. Vous demandez une compensation raisonnable pour une valeur extraordinaire. Nous avons réglé les détails, un paiement unique de 4,1 millions de dollars pour des licences perpétuelles et irrévocables. Moins que le logiciel d'entreprise défaillant. Mais assez pour faire mal. Le lendemain matin, j'ai appelé Robert Kensington. Je suis prêt à réémettre les licences. Des frais de licence uniques de 4,1 millions de dollars pour des droits perpétuels. Silence, puis, Mademoiselle Walsh, c'est une somme substantielle. Votre client perd 300 000 $ par jour. Le logiciel d'entreprise qu'ils ont acheté coûte 8,7 millions de dollars et ne fonctionne pas 4,1 millions de dollars pour des systèmes qui sont la seule chose qui se dresse entre eux et l'effondrement total, c'est plus que juste. Je présenterai cela à la direction et au conseil d'administration. Ils ont 24 heures. Après cela, le prix augmente de 200 000 $ par jour. Le soir, Kensington a rappelé. Le conseil d'administration avait approuvé les frais. Il voulait négocier les modalités de paiement, l'étalant sur plusieurs années. Sharon et moi avons contre-proposé 2 millions d'avance, le reste sur 12 mois. Avec des clauses de pénalité en cas de retard de paiement. Ils ont accepté. Les contrats ont été signés dans les 3 jours. Le vendredi, j'ai reçu un virement bancaire de 2 millions de dollars,
et j'ai réactivé les licences. J'ai conduit à Hartwell une dernière fois et j'ai rencontré Rachel Peton. Elle était épuisée. Fiona, merci mon Dieu. J'ai essayé de comprendre votre code, mais c'est tellement complexe. Nous nous sommes assises dans la salle des serveurs et je les guidais à travers la réactivation. Cela a pris 4 heures, mais enfin. D'après-midi, les systèmes revenaient en ligne. La planification de la production d'abord, puis la gestion des stocks, les systèmes d'entrepôt, le contrôle qualité, la logistique d'expédition. Un par un, l'infrastructure opérationnelle de Hartwell Manufacturing a repris vie. Rachel a regardé avec émerveillement. J'étudie votre architecture depuis 2 mois. La façon dont tout s'intègre, gère les exceptions. Fiona, c'est un travail brillant. Un travail brillant, pas de la vieille ferraille. Prenez en soin, lui ai-je dit. Pas seulement le code, mais les gens qui l'utilisent. C'est le secret. La technologie n'est aussi bonne que les humains qu'elle sert. J'ai quitté Hartwell. C'est mon histoire. Le DSI m'a viré, qualifiant ma logique de vieille ferraille, et il ignorait que ma licence expirerait si j'étais licencié sans un vote du conseil d'administration. L'entreprise a reçu une facture de 4,1 millions de dollars, et a payé chaque centime. Les accords de licence que j'ai négociés il y a 25 ans n'étaient pas motivés par la cupidité, ils étaient une protection, une garantie que la valeur que j'avais créée serait reconnue. Lorsque Lloyd a qualifié mon travail de vieille ferraille, il a révélé à quel point il comprenait peu la technologie, la valeur, la différence entre ce qui est brillant et neuf, et ce qui est éprouvé et fiable. Mes systèmes n'étaient pas de la vieille ferraille. Ils étaient des solutions matures, raffinées, testées au combat, qui avaient servi une entreprise en croissance pendant plus de 2 décennies. Le fait qu'ils aient ensuite valu 4,1 millions de dollars an a prouvé le point, vous ne payez pas des millions pour de la ferraille, vous payez des millions pour une infrastructure critique sans laquelle vous ne pouvez pas fonctionner. Pour les entreprises, valorisez vos employés, surtout ceux qui, discrètement, construisent des infrastructures critiques pendant que les autres courent après. La prochaine tendance brillante. Pour les cadres, comprenez ce que vous avez avant de le détruire au nom de la modernisation. Pour les travailleurs, protégez votre propriété intellectuelle, négociez des conditions équitables, et ne laissez jamais personne vous convaincre que l'expérience est un synonyme d'inutilité. Pendant 23 ans, j'ai mesuré ma valeur par mon salaire et mon titre. Lorsque cela a été menacé, cela a ébranlé quelque chose de fondamental. Les accords de licence ont forcé une conversation différente. Non pas ce que l'entreprise est prête à me payer, mais quelle est la valeur réelle de mon travail sur le marché. La réponse était des millions. Cette connaissance m'a changé. Je ne mesure plus ma valeur par une validation externe. Je sais de quoi je suis capable. Je connais la valeur que j'apporte. Et je sais que les bonnes personnes la reconnaîtront, tandis que les mauvaises la qualifieront de « vieille ferraille ». Jusqu'au moment où elles en auront désespérément besoin.